Bienvenue dans Trouver sa place, le podcast où chaque aventure humaine est une invitation à cheminer vers soi-même. Je m'appelle Claire Grévedon, je suis coach professionnelle spécialisée en reconnexion à soi et une fois par mois, je vais à la rencontre d'êtres humains qui m'inspirent pour partager des conversations qui font grandir. Qu'il s'agisse de leur mode de vie, de leur carrière ou encore de leur identité, tous ont fait des choix conscients et courageux pour vivre une vie alignée avec eux-mêmes. Cette vie, elle est aussi à ta portée. Alors je t'invite à prendre place et te laisser inspirer. Hello les amis, ça y est, je me pose enfin pour vous faire cet épisode spécial que j'ai décidé de vous faire parce que vous avez été vraiment très nombreuses et nombreux à me demander de vous raconter mon expérience de Vipassana que j'ai faite à la fin d'année dernière, début de cette année. Puis je me suis dit, la meilleure manière de le faire, c'est de le partager sur ce podcast. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions qui sont restées sans réponse ou envie de partager quelque chose, n'hésitez pas à le faire en commentaire sur la majorité des plateformes, c'est possible. Donc, n'hésitez pas. Donc, on est quasiment un mois pile après la fin de mon expérience. On est début février quand j'enregistre ce podcast. Mon retour a été assez intense. J'ai eu un début d'année très intense donc je suis vraiment contente de prendre le temps enfin de vous le partager. Puis je vous remercie pour votre patience, pour toutes les personnes qui étaient vraiment en attente de ce partage. Comme la vie est extrêmement bien faite, aujourd'hui, pour la petite anecdote, j'étais censée être en journée de Vipassana, une journée pour revivre l'expérience et se reconnecter à la pratique. Donc en silence, à méditer toutes les heures de 8h à 16h. Puis hier, j'ai reçu la notification qu'il y avait un dégât des eaux dans le lieu où on était censé le faire. Alors, c'est pour cette raison que j'ai eu comme toute la journée de libre pour pouvoir me déposer et vous partager, vous enregistrer cet épisode. C'est quand même pas fou. Alors j'en ai profité pour me faire mon propre Vipassana. Je n'ai parlé à personne depuis ce matin. C'est la première fois que j'ouvre la bouche pour m'exprimer. J'ai médité déjà 2 heures, je suis revenue à moi-même, donc j'ai fait mon Vipassana à ma manière. Mais tout ça pour dire que mon intention aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager avec le plus d'humilité possible mon expérience parce que je sais trop bien que chaque expérience est différente. Donc aujourd'hui, je vais vous partager la mienne, mais la meilleure recommandation que je peux vous faire, c'est d'aller l'expérimenter par vous-même. Parce que de mon côté, en tout cas, c'est vraiment, je suis aujourd'hui convaincue, même un mois après, que c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis fait dans ma vie. Je vous souhaite tout simplement de le vivre un jour. Vipassana, déjà, ça se prononce en pali, qui est la langue, un des dialectes indiens, le dialecte indien qui était parlé à l'époque où cette technique a été développée. Donc Vipassana, en fait, se dit Vipashana en pali. Et puis, si on décortique le mot, Passana veut dire observer et vi veut dire de manière claire. Donc Vipassana ou Vipashana veut dire observer de manière claire. Donc Vipassana, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique de méditation et un art de vivre qui a été développé, je dirais même canalisé, par Gautama le Bouddha. Le fameux Bouddha qu'on connaît toutes et tous à notre manière, là, sans le connaître. Et c'est une technique de méditation et un art de vivre. Je dirais même une philosophie de vie qui a quasiment disparu pendant très longtemps en Inde. Et c'est S.N. Goenka, qui est le plus récent maître de la pratique, qui a ramené cette pratique en Inde, puis l'a développée dans tout l'Occident 2500 ans après que ça a été canalisé par le Bouddha. Alors, cette technique de méditation, elle consiste à supprimer la souffrance qui serait provoquée par notre esprit, qui l'amplifie quand on se concentre dessus. Ce que ça veut dire, c'est que quand je me dis, ça part du principe que quand je porte attention à une souffrance physique ou quand je porte attention à une souffrance psychologique, en fait, plus j'y porte attention, plus je vais en souffrir. Et donc l'invitation et la technique de Vipassana, c'est de se détacher de la souffrance qui, certes, existe, mais de choisir de ne pas porter notre attention dessus.
Et comment ça se passe, comment on l'expérimente? C'est en faisant l'expérience de cette approche-là par le corps. C'est une technique de méditation qui consiste à faire des scans corporels, à observer chaque micro-sensation du corps, de sorte que, à force de pratiquer cette observation du corps, on ressente des souffrances, mais on apprenne à s'en détacher. Et quand je dis qu'on fait l'expérience par le corps, on fait l'expérience par le corps de 2 lois qui sont les 2 lois fondamentales de Vipassana, qui sont Anicca en pali, qui veut dire l'impermanence, c'est-à-dire l'impermanence des choses, le principe que tout change à chaque seconde, à chaque instant. Il n'y a rien de permanent. La nature change à chaque seconde. Nous-mêmes, nous changeons à chaque seconde sans nous en rendre compte. Mais tout change en permanence. Rien n'est permanent, rien n'est immuable. Ça, c'est la première loi. Anicca, l'impermanence. La deuxième loi, qui est en lien finalement avec la première, c'est Upekkha, l'équanimité. L'équanimité, ça veut dire la non-réaction à une situation ou une sensation, qu'elle soit plaisante ou non plaisante. Donc, quand on part du principe que tout est impermanent et que tout passe, alors on peut développer l'équanimité, donc la non-réaction. Si tout passe, en ce moment, peut-être, je peux vivre une souffrance, mais je sais que, ultimement, si je m'en détache, elle va passer. De la même manière, en ce moment, je suis en train de vivre une grande joie. Je ne m'y attache pas parce que je sais qu'elle va passer. Ça ne veut pas dire que je l'apprécie pas, mais je ne m'y attache pas parce que je sais que Anicca, tout est impermanent. Les choses vont passer. J'ajouterais par rapport à Vipassana que cette technique de méditation, donc qui consiste à faire des scans corporels, comme je disais, c'est que si on repart de la physique quantique, elle nous dit quoi? Elle nous dit que on est toutes et tous composés d'énergie. Chaque à la base de la matière, que ce soit la table devant laquelle je suis, le siège, bon en l'occurrence je suis par terre, donc c'est pas le siège sur lequel je suis, mais que ce soit mon corps, toute la matière existante dans ce monde est composée d'énergie à la base, et que cette énergie, elle fluctue, elle vibre, elle évolue. En fait, c'est comme s'il y avait des mini-vagues, des micro-vagues qui se passaient en permanence dans notre corps. Et en fait, à force de développer l'écoute de chaque micro-sensation du corps, à force de faire des scans corporels, on finit par se sentir vibrer. Alors, j'irai pas plus loin par rapport à ça parce que, encore une fois, l'idée c'est pas de vous expliquer comment le faire et pourquoi le faire. C'est vraiment juste de vous encourager, si vous sentez l'appel, à aller l'expérimenter par vous-même. Je serais bien mal placée de toute manière pour l'expliquer. Donc, pour conclure sur Vipassana, qu'est-ce que c'est? C'est donc un cours de méditation qui dure 10 jours. C'est le temps que ça prend pour pouvoir vraiment pratiquer, apprendre la technique dans son ensemble. Donc ça n'existe pas un premier cours de 3 jours ou de 7 jours. Il faut passer par cette étape des 10 jours. Une fois qu'on l'a fait une fois, oui, il y a des façons. On peut revenir pratiquer une journée comme je devais le faire aujourd'hui, 3 jours, etc. Mais à la base, il faut avoir fait au moins une fois le cours de 10 jours. Puis ce cours de 10 jours, on pratique, on est en silence pendant 10 jours. Et il n'y a aucune distraction extérieure, donc pas de lecture, pas d'écriture, pas de sport, et même on évite de se regarder les uns les autres, et évidemment on évite de se sourire aussi. Ça paraît intense, puis c'est ça que j'entends beaucoup, c'est waouh, c'est vraiment intense, je savais pas que c'était ça, etc. Mais pensez que l'idée c'est vraiment que tout est fait pour aider à rentrer à l'intérieur de nous. Et donc le fait d'éliminer toute distraction extérieure, c'est vraiment pour permettre de créer ce silence à l'intérieur de nous. Et puis, je terminerai par dire que c'est une retraite, un cours qui est complètement gratuit. C'est uniquement sur don. Puis les dons, c'est pas pour l'apprentissage de la pratique, c'est vraiment pour aider à continuer de permettre à d'autres personnes d'accéder à cette pratique, d'entretenir les lieux où ça se passe, d'acheter la nourriture. C'est comme tout est gratuit parce que
les personnes qui l'enseignent partent du principe que c'est une technique inestimable, que c'est un cadeau inestimable. Donc on peut pas mettre de prix dessus. C'est pour ça que c'est gratuit. Les dons, par contre, sont évidemment très, très importants, très utiles parce que c'est entièrement géré par des bénévoles. Il y a personne qui est payé dans l'histoire. C'est que des gens qui se dévouent à permettre à plus de monde d'expérimenter la pratique. Donc, ça paraît fou, mais c'est dire à quel point, une fois qu'on l'a expérimenté, on comprend qu'on ait le désir de le propager puis de se mettre au service. La question qui m'a été posée, c'est pourquoi j'y suis allée. C'était quoi mon intention? Pourquoi j'ai décidé d'y aller? C'était déjà Vipassana, c'était sur ma bucket list depuis quelques temps déjà. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais j'avais un appel à aller le vivre au moins une fois dans ma vie. Puis bizarrement, plus je rencontrais, plus j'y pensais, plus je rencontrais des gens qui l'avaient fait, tu sais, puis qui me racontaient un peu leur expérience, puis ça me donnait encore plus envie de le faire. Et j'avais même oublié ça. Je m'en suis rendu compte en re-regardant mes objectifs de l'année dernière en fin d'année. Mais en 2025, je m'étais mis comme un certain nombre d'objectifs ou plutôt des intentions. Puis je m'étais donné comme intention de faire un voyage solo et peut-être Vipassana. Puis j'avais mis un point d'interrogation. Puis c'est quand même drôle de me dire que j'ai fini l'année comme ça. Parce que moi, je suis allée faire cette méditation, ce cours du 24 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Donc oui, j'ai passé les fêtes en silence, seule, loin de mes proches et loin du tumulte et du brouhaha que peuvent susciter les fêtes. Puis je peux vous dire que je n'ai aucun regret et que je le referai demain. Donc ouais, pourquoi je l'ai fait? 2025 a été une année intense. Pour les personnes qui me suivent sur ce podcast, vous avez peut-être entendu que je m'étais séparée cette année. Et ça a été une année, en 2025, ça a été une année très remplie. J'ai beaucoup voyagé, il y a eu beaucoup d'agitation, de projets, le fun. Tout était incroyable, mais beaucoup de stimulation extérieure. Puis plus ça allait dans l'année, plus je sentais un besoin et une envie de me retrouver, de revenir à moi et de m'offrir ce cadeau du silence. C'est avec cette intention que j'y suis allée. Puis quand j'ai vu qu'il y avait ce cours en fin d'année, je me suis dit mais quelle meilleure manière de finir cette année qui a été particulière pour moi de cette manière. Donc j'y suis allée avec cette intention, puis aussi avec une envie de me découvrir et de voir qu'est-ce qui se passe quand je me retrouve face à moi-même. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'y suis allée sans attente, ou presque. J'ai vraiment essayé d'y aller sans attente et surtout avec une intention de curiosité et d'humilité parce que j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je me suis très peu renseignée par exprès. Et je me suis dit juste explore, sois curieuse, puis tu verras bien ce qui va en ressortir. Donc c'est un peu avec tout ça que j'y suis allée et justement comment je m'y suis préparée. Ça, c'était une autre question qui m'a été posée. J'en ai parlé juste assez pour le rendre réel, puis pour m'envoyer le message petit à petit que it's happening. Je vais vraiment faire passer la fin d'année et les fêtes en Vipassana. C'était quand même un processus pour moi. Entre le moment où je me suis inscrite, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était le dimanche 9 novembre 2025. En fait, faut savoir que les cours de Vipassana se remplissent d'un claquement de doigts. Surtout chez les femmes, ils sont toujours complets. En tout cas, au Québec, au centre de Montebello, qui est le seul centre au Québec. Donc, c'est à peu près à 1 heure de Montréal. Donc, le centre de Montebello, donc c'est ça. Il est toujours complet pour les femmes. Donc, si tu veux participer à une retraite Vipassana, surtout si c'est ta première fois, tu dois te lever de bonne heure. Puis de fait, les inscriptions, elles ouvrent à 6h du matin. Donc, je me rappelle que le 9 novembre 2025, j'avais mis mon réveil à 5h55 et à 5h58, j'étais dans mon lit avec l'ordi ouvert, prête à m'inscrire. Et j'ai été inscrite, mon inscription a été confirmée dans les 10 minutes qui ont suivi. J'ai vraiment la sensation que tout s'est aligné pour moi, puis que j'étais vraiment prête. Il n'empêche que le mois qui a suivi, je me suis donné une petite chance
chance de genre annuler ma participation parce que je pense que j'avais juste besoin d'avoir cette porte de sortie, de me dire au pire du pire, je laisse ma place à quelqu'un d'autre la semaine qui précède. Mais plus ça allait, plus j'en parlais autour de moi, puis plus ça se confirmait que c'était une évidence pour moi, puis qu'il n'y avait pas d'autre endroit où je voulais être cette année, pour passer la fin d'année. Plus j'en parlais, plus je trouvais intéressant les réactions. Il y avait vraiment les réactions de personnes qui ne l'ont jamais fait. Et c'était des réactions vraiment intenses, assez négatives, du genre, oh là là, mais pourquoi tu fais ça? J'ai eu plusieurs fois, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Mais attends, mais 10 jours, c'est beaucoup quand même. Tu pouvais pas commencer par 3 jours ou, ah ouais, 10 jours, tu fais pas les choses à moitié. Beaucoup de réactions intenses. Puis vous et moi, on le sait là, c'est les réactions des gens, ça dit plus, ça dit tout d'eux et pas de nous. Les réactions des gens face à une décision qu'on prend ou face à un comportement qu'on peut avoir. Donc je trouvais ça intéressant et finalement je voyais potentiellement des peurs qui m'étaient projetées, tu sais, des peurs que les personnes avaient qui m'étaient projetées, des gens qui m'ont dit ah non, moi je pourrais pas, je sais pas comment tu fais. Beaucoup de bon courage, tu sais, genre les jours qui ont précédé, c'était bon courage, tiens le coup, tiens bon, n'oublie pas qu'à tout moment tu peux arrêter, tu t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. C'était drôle, tu sais, je sais que ça partait d'une vraiment bonne intention, donc je le prenais vraiment avec le sourire, mais en fait ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a juste confirmé à quel point moi j'étais prête et à quel point j'avais envie de le vivre et en fait à quel point j'avais pas ou peu de peur. J'avais quand même j'avais quelques peurs quand même. J'avais peur de ce que ça allait être, ce que ça allait faire de ne pas faire de sport pendant 10 jours et très peu bouger. Parce que on s'entend que on médite 10 heures par jour et qu'on n'a pas le droit d'aller courir ou même de faire du yoga. C'est comme vraiment, ils encouragent à ne pas faire de yoga. 1, pour ne pas distraire les autres et 2, pour rester vraiment à l'intérieur de nous, même si le yoga permet d'être connecté à nous. Les marches, comme je disais, les marches en forêt sont autorisées, les marches tout court, mais il y a une petite forêt, une forêt absolument enchantée. Là, imaginez, là, avec la neige au Québec, fin d'année, c'était juste de toute beauté. Donc on peut marcher, mais on peut pas courir, on peut pas faire de sport. Donc j'avais peur de pas être capable de rester assise 10 heures par jour, puis bouger très peu. Moi qui suis quand même quelqu'un de très actif dans la vie. J'avais peur de ça. J'avais peur aussi d'avoir faim. Parce qu'il faut savoir que on mange, on déjeune, donc on petit déjeune à 6h30 du matin, entre 6h30 et 7h, puis on déjeune entre 11h et midi, et on ne mange plus après midi. Les anciens étudiants ne mangent plus du tout après-midi. Les nouveaux étudiants, les personnes qui le font pour la première fois, on avait droit à des fruits à 17h, mais rien d'autre, pas de souper. Donc j'avais peur d'avoir faim. Puis teasing de mes apprentissages et de ce que j'en retiens, en fait, toutes ces peurs étaient évidemment, en tout cas évidemment pour moi, non fondées. J'ai découvert que c'était pas du tout si difficile que ça pour moi de ne pas être en action en permanence. Donc je me suis dit tiens, c'est intéressant. Est-ce que c'est vraiment un besoin d'être tout le temps dans l'action, d'être tout le temps à faire des activités sportives et tout, ou est-ce que c'est moi qui me dis il faut que je fasse du sport, etc. Donc déjà ça. Puis oui, j'ai eu faim, surtout au début, un peu le soir. Mais au final, notre corps, il s'adapte en fait. Donc c'est ça. J'avais déjà mes propres peurs, donc je laissais les peurs des autres à la porte, tu sais. je les laissais pas entrer. Et ce qui était intéressant, c'est que autant les réactions de ceux qui l'ont jamais fait pouvaient être intenses puis un peu négatives, autant toutes les personnes qui l'avaient déjà fait étaient ultra positives. Donc c'est quand même intéressant. Ils étaient vraiment heureux pour moi, puis toutes et tous étaient à me dire oh là là, je te souhaite une belle expérience, j'espère que tu y trouveras ce que tu viens y chercher. Donc c'est avec tout ça que je suis allée, puis aussi de la même manière que j'avais des peurs non fondées,
faut que je vous dise que je me suis complètement plantée. Parce que moi, faut savoir que je croyais partir pour une retraite de silence. Mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça, Vipassana. C'est un cours de méditation, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un cours de méditation où on apprend une pratique de méditation et un art de vivre. Et le silence, c'est pas du tout l'objectif, c'est le moyen qui nous permet encore une fois d'entrer en nous. Donc je suis arrivée à Montebello, c'est cet endroit assez exceptionnel où clairement tu arrives dans le chalet, tout de suite tu sens l'énergie de paix, d'amour. C'est assez inexplicable, mais t'arrives et tu te sens bien. Montebello se centre à 1 heure de Montréal. J'y suis allée avec mon amie Manon, qui a été un de mes piliers dans tout ça parce qu'elle m'a soutenue tout au long de mon expérience et surtout en amont. Quand je me préparais, quand je commençais à vraiment me mettre dans le mindset de OK, it's happening, je vais le faire. Manon, qui a été mon invitée du podcast en janvier, m'a conduit jusqu'au centre. Et je suis arrivée, j'ai découvert ma chambre. On était 5 personnes dans la chambre. On a des petits box, comme des petits coins qui nous sont réservés avec un rideau pour pouvoir avoir notre intimité. Un lit simple, une petite table, tu sais, c'est vraiment sommaire, mais ça reste chaleureux. Moi, je m'attendais à un truc moins chaleureux que ça. Et j'ai découvert que non seulement c'était beaucoup plus chaleureux que je pensais, mais en plus j'avais une fenêtre dans mon espace, ce qui n'est pas le cas de tous. Donc j'ai tout de suite eu beaucoup de reconnaissance pour l'espace de la chambre qui m'avait été offert. Vraiment, cette fenêtre, elle a vraiment été très importante dans mon aventure parce que j'avais la vue sur les arbres et elle m'a apporté énormément de confort et de support tout au long de l'aventure. J'ai eu 2 surprises quand je suis arrivée. La première, c'est que j'ai découvert que une personne que je connais de la communauté de la danse, Francis, le faisait du côté des hommes. Et je suis surtout tombée nez à nez avec Margot, une femme que j'avais rencontrée la même année à 2 événements de danse complètement ailleurs de Vipassana et complètement par hasard, avec qui j'avais connecté à 2 reprises cette année-là, mais sans jamais échanger nos numéros, sans jamais reprendre contact. Et là, on est littéralement rentrés l'une dans l'autre et on s'est rendu compte que on allait vivre Vipassana ensemble. Non seulement ça, mais qu'en plus, on partageait la même chambre. Fait que ça a été mon petit cadeau précieux de mon expérience Vipassana. Et Margot, sans le savoir, est devenue vraiment mon pilier de toute l'expérience. Puis c'est ça qui est magique, c'est que on pouvait pas se parler. Enfin, quand on s'est rencontrés, quand on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux là, on pouvait encore parler. Mais à partir du soir, le noble silence a été instauré pour les 10 prochains jours. Puis on s'est plus parlé pendant 10 jours. Et pourtant, on a été vraiment un pilier l'une pour l'autre. Une fois que le noble silence a été instauré, le premier soir, le soir de mon arrivée, c'était parti. 10 jours à méditer 10 heures par jour. On est réveillé par 3 gongs à 4 heures du matin. La première méditation est à 4h30 du matin. On médite 2 heures, soit dans notre chambre, soit dans la salle de méditation, de 4h30 à 6h30, avant d'aller prendre notre premier repas de la journée. Et donc on médite de 4h30 du matin jusqu'à 21h, avec des pauses entre chaque méditation. Les hommes et les femmes sont séparés, donc à partir du soir, après avoir vu Francis, découvert qu'il allait le faire en même temps que moi, des rideaux ont été mis dans le réfectoire entre l'espace des hommes et l'espace des femmes, et tout est fait pour qu'on ne se croise plus et qu'on ne se voit pas. Donc on médite 10 heures par jour, puis l'horaire est vraiment... on a un horaire quotidien, c'est très rythmé. Donc, en fait, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer parce qu'on n'arrête jamais de méditer. Et c'est ça qui est évidemment intense. C'est le fait de méditer 10 heures par jour, vous imaginez bien. Mais pour nous aider, on a vraiment
tout un support système à nos côtés. Déjà, on a une professeure, puis les femmes, on a été vraiment choyées. Notre professeur était absolument incroyable. Elle est venue de Californie pour l'occasion parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à trouver une professeure qui était disponible pendant les fêtes. Et mon Dieu, que je pense souvent à elle et que je ressens de la gratitude pour elle parce que elle a vraiment été une super prof, une super enseignante. Donc il y a une enseignante, 2 assistants ou assistantes, et en fait on est soutenu toute la journée par des audios, des enregistrements audio de le fameux SN Goenka, le maître spirituel. Et tous les soirs, on a 1 heure de discours en vidéo de SN Goenka pour nous accompagner dans l'apprentissage de la pratique et de cet art de vivre. Donc, on est quand même très soutenu. Puis, le processus, il est extrêmement bien construit. C'est un processus qui est progressif, qui est pensé de A à Z pour vraiment nous aider à acquérir la technique petit à petit, jour après jour. Et jour après jour, aiguiser notre attention, notre ressenti des sensations du corps. Puis pour nous soutenir aussi, il y a tout un groupe de bénévoles qui sont à notre service tout au long des 10 jours pour vraiment nous permettre, encore une fois, d'être entièrement concentrés à l'apprentissage de la technique. Ces bénévoles, ils nous font à manger 2 fois par jour. Ils gèrent toute la cuisine. C'est des personnes incroyables. Puis j'ai tellement de reconnaissance aussi pour ces personnes qui nous ont permis de vraiment, effectivement, nous concentrer à l'apprentissage de la technique. Pour celles et ceux qui se demanderaient, on mange végétarien. C'est des repas qui sont excellents, encore une fois, cuisinés par les bénévoles et qui sont extrêmement abondants. Donc en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que en fait, le vrai sujet, c'est pas d'avoir faim entre les méditations, entre les repas, c'est d'apprendre à se gérer face à cette abondance. Parce qu'en fait, tant que tu manges, ils vont te servir. Puis ils adaptent vraiment la quantité en fonction du groupe. Donc, en fait, tu comprends très vite que si tu manges trop, ça va être les méditations qui vont suivre vont être très compliquées à gérer pour éviter de s'endormir. Donc en fait, le vrai sujet, c'est pas l'abondance, c'est pas d'avoir faim, c'est d'apprendre à pas trop manger pour pas s'endormir en pleine méditation. On m'a demandé quels avaient été les moments marquants de cette expérience. Alors évidemment, j'en ai plein, mais j'en nommerai 2, puis sans trop encore une fois, sans trop vous raconter tout ce qui s'y passe parce que il y a rien de tel que de l'expérimenter. Mais le jour 4, c'est, je vous dirais mon premier moment marquant, c'est ma rencontre avec Margot. Ce fameux soir où j'arrive au chalet et je tombe sur elle et on se rend compte qu'on va le vivre ensemble, qu'on est dans la même chambre. C'est juste complètement fou ce moment. Mon deuxième moment marquant, je dirais que c'est le jour 4, le fameux jour de Vipassana, où en fait, je croyais que ça faisait 3 jours que j'apprenais la technique Vipassana. Et en fait, tu comprends que c'était 3 jours qui te préparaient à apprendre la technique Vipassana et que t'étais pas du tout en train d'apprendre la technique. Alors j'en dirai pas plus, mais ouf, ce jour-là, il est vraiment marquant pour moi parce que c'est comme un énorme plot twist dans une série Netflix dans laquelle t'es à fond, t'sais. Un autre moment marquant, c'est vers la fin, le dernier jour de Vipassana, en fait, la découverte de Metta, qui est une pratique de méditation pour envoyer de l'amour à tout autour de nous, à toutes les personnes qui nous entourent, à l'humanité tout entière, même au-delà de l'humanité, à la nature, à tous les êtres vivants sur cette planète. Et ça, c'est extrêmement fort. J'ai eu une expérience de Metta. Après avoir quitté le centre le dimanche soir, donc le soir même, absolument incroyable, qui serait impossible à raconter sur ce podcast, donc je le garde pour moi, mais ouais, ça a été un autre moment marquant. Et puis je dirais aussi que un dernier moment marquant pour moi, c'est aussi quand on rompt le noble silence le dernier jour, donc le 10e jour, et que
entends à nouveau parler et que t'entends ce brouhaha de gens qui parlent parce que ça fait 10 jours qu'ils ont parlé à personne et qu'ils ont envie de partager leur expérience. Waouh, ça a été intense. Ça a été intense. On m'a demandé si c'était difficile. Cette question, elle est pas facile parce que ma réponse, ça va être oui et non. Non, parce que j'ai la chance d'avoir eu aucun breakdown, aucun moment où je me suis dit, genre, je quitte, ou j'envisage même de quitter. Certaines personnes abandonnent, ça n'a pas été mon cas. Et je m'estime extrêmement chanceuse, puis je me dis que, et puis je sais que rien n'est acquis. Encore une fois, impermanence, si je le refais, quand je le referai, il se peut que je le vive complètement différemment et que cette fois-là, j'envisage de quitter parce que c'est trop difficile, je fais face à quelque chose, une souffrance physique ou mentale, psychologique, peu importe, il se peut que je l'envisage. Donc, je me dis que rien n'est acquis, mais en l'occurrence, moi j'ai eu énormément de chance, entre guillemets, de chance que ça n'a pas été mon cas. Puis je pense qu'une des raisons pour laquelle ça n'a pas été si difficile pour moi, c'est que je m'étais vraiment primée, j'étais vraiment prête à vivre l'expérience. Puis encore une fois, j'y allais avec vraiment beaucoup d'humilité, beaucoup de curiosité. Tu sais, la curiosité de l'enfant, là, de genre, c'est une nouvelle aventure, j'ai jamais vécu ça, je veux aller au bout, je veux voir, je veux vivre l'aventure jusqu'au bout. Mais bien sûr, il y a eu des moments difficiles, il y a des moments où tu vois plus le bout, où tu sais, genre, tu te remontes les manches et tu dis, ok. Notamment, je vous dirais qu'à partir du jour 7, je comptais les heures, là. Je comptais les jours, puis je comptais les heures. La première partie jusqu'au jour 5, vraiment, j'étais motivée, ça allait. Je me faisais des pep talks, je m'auto-coachais. Et je me disais, bon, tiens le coup, à chaque jour suffit sa peine, puis t'es capable, puis ça se passe bien, continue. Puis je me disais toujours, jour 5, t'auras déjà fait la moitié. Et là, j'arrive le jour 5. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. La moitié, elle sera faite quand je serai au jour 6. Alors là, je vous cache pas qu'il y a eu un petit moment compliqué avec moi-même. Mais ultimement, j'ai beaucoup ri aussi. J'ai beaucoup ri à l'intérieur de moi, avec moi-même, de presque l'absurdité de la situation. Je dirais que ça m'a aidé. Donc oui, c'était difficile, oui, c'est long, oui, ça te met face à toi-même, oui, méditer 10 heures par jour, parfois t'en vois pas le bout. Mais je vous dirais que ça a été quand même surtout une expérience exceptionnelle pour moi. Si c'était à refaire, je le referais exactement comme ça. Ça me fait penser à des moments de craquage quand même, tu sais. Je vous parlais, je vous disais l'absurdité de la situation. Je me rappelle d'un moment de craquage où je crois que c'était justement le soir du jour 6. Je sors d'une heure de méditation, on est quasiment au bout de la journée, mais il y a encore une heure devant nous, je crois. Et je me dirige vers les toilettes et là je vois une de mes colocs, une de mes roommates avec qui je partage la chambre, qui est en train de lire avec attention le plan d'évacuation du site. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, on est rendu là. On est rendu là à lire le plan d'évacuation. On est descendu aussi bas que ça dans l'ennui que l'on vit au quotidien. Et là, je suis partie en fou rire, donc j'ai dû presque me précipiter aux toilettes pour pas déranger les autres femmes autour de moi parce que oui, j'essayais de le canaliser, de le garder à l'intérieur, mais je pouvais pas m'empêcher d'avoir des secousses tellement je rigolais, quoi. Donc ouais, il y a eu des moments de craquage comme ça, mais ça c'est des moments de craquage vraiment cool et c'est pour ça que ouais, l'autodérision et l'humour a fait partie des choses qui m'ont le plus aidé, je crois. On m'a demandé c'était quoi le plus dur et c'était quoi le plus facile. Le plus dur, c'était clairement les méditations de l'après-midi. Faut savoir qu'on méditait 4 heures après la pause déjeuner et avant la dernière pause thé et fruits.
et la soirée, sachant que le soir, il y avait des discours vidéo, donc c'était un peu notre petit moment genre excitant de la journée. Mais l'après-midi, on reprenait à 13h et de 13h à 17h, on méditait, alors avec des pauses, mais quand même. Et moi, après manger, mais fallait que je lutte pour pas m'endormir, quoi. Comme on dit en québécois, je cognais des clous. Donc j'ai développé, au fur et à mesure des jours, j'ai développé mes petites techniques pour essayer de tenir le coup. Je me préparais un café après manger, je le gardais dans ma chambre, j'allais boire quelques sips, quelques gorgées entre les méditations pour me réveiller. J'essayais de marcher dans les couloirs pour me réveiller. Enfin, je développais toutes les techniques possibles. Mais mon Dieu, que les méditations de l'après-midi étaient difficiles. Je vous le cache pas. Le plus facile, finalement, ça a été de pas parler. Vous me connaissez, j'aime parler, puis je peux parler beaucoup. Et je me disais que potentiellement, ça allait être compliqué de pas parler pendant 10 jours à personne. En fait, ça a été extrêmement facile pour moi. Et je vous dirais même, ça a été un plaisir. J'ai découvert que j'avais une facilité à être avec moi-même. Et j'ai réalisé que, en fait, je me parle en permanence dans ma tête. Donc ça a été aussi... ça m'a quand même pas mal aidé. Justement, il y a tellement de choses. On m'a demandé qu'est-ce qui t'a aidé à traverser ces 10 jours. Mais je vous dirais, la première chose, c'est, je pense, encore une fois, le fait d'être venue dans un bon état d'esprit, d'en avoir vraiment envie. Je suis pas venue avec une intention de régler quelque chose ou de guérir quelque chose. Je suis vraiment venue avec juste l'intention d'apprendre à méditer et aussi un peu me dépasser. Parce que, encore une fois, je savais pas du tout si j'allais être capable de ça. Donc, j'allais dans un bon état d'esprit, puis je pense que cet état d'esprit m'a vraiment aidée. Ce qui m'a ensuite aidée, honnêtement, c'est moi-même. Et ça a été une de mes découvertes, c'est que je suis mon meilleur support, je suis mon meilleur partenaire. Et je suis ma meilleure coach, je suis ma propre coach en fait. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir beaucoup de discipline en moi et de résilience. Alors, une part de cette discipline, de cette résilience est, je pense, innée, mais une part est acquise aussi par tout ce que j'ai traversé dans ma vie, puis par aussi, de par mon métier. Je dirais que la discipline et la résilience m'ont beaucoup aidée, mais ça a été aussi d'être ma propre coach. Comme je vous le disais, je me faisais des pep talks en permanence. Les premiers jours, c'est simple. Après chaque méditation, parce que honnêtement, on n'a rien d'autre à faire que d'aller aux toilettes. Donc en fait, chaque méditation, tout le monde à la fin allait aux toilettes histoire de faire quelque chose. Donc après chaque méditation, j'allais aux toilettes, puis je me mettais devant le miroir. Je me regardais droit dans les yeux et je me disais, tu l'as fait. Hier, tu méditais pas. Et là, ce matin, t'as fait 1 heure de méditation. Et à l'heure d'après, là, t'as fait 2 heures de méditation. 3 heures de méditation. Une matinée. Tu viens de faire ta première journée à vie de méditation. Donc en fait, à chaque fois, je me parlais, je me coachais, je me rappelais que j'avais fait un pas de plus en avant. Et je me rappelais que j'arrivais, parce que ça je l'ai pas dit, mais moi je médite pas dans la vie. En tout cas, je ne méditais pas avant de faire Vipassana. Donc c'était vraiment un défi aussi pour moi et une découverte de savoir est-ce que je vais savoir méditer et c'est quoi méditer finalement. Je me suis trouvée drôle parce que moi j'ai aussi la chance d'adorer la routine. Le fait que ce soit des journées très organisées avec des horaires précis, etc. Mais moi c'était mon meilleur compagnon en fait. Donc ça m'a aussi beaucoup aidée. Et je me suis trouvée drôle parce que tous les jours, je me donnais des petits défis ou des nouvelles aventures. Genre, aujourd'hui, je vais faire le ménage des toilettes à côté de ma chambre. Ah tiens, aujourd'hui, personne l'a fait, je vais faire le ménage dans notre salle de bain. Aujourd'hui, je vais nettoyer mes chaussettes, au moins ça m'occupera pendant 5 minutes. Quand je faisais des marches en forêt, j'essayais de tous les jours changer quelque chose dans ma marche. Changer de direction dans le sentier, aller découvrir, aller un peu en dehors du sentier. C'était vraiment, j'étais comme une aventurière de l'expérience. Donc ça m'a beaucoup aidée. Puis les marches en forêt. Les marches en forêt m'ont énormément aidée. De manière générale, j'ai cultivé énormément la gratitude pendant toute l'aventure. Je me suis vraiment dit, mais quelle chance
quelle chance tu as de vivre ça, tu l'as choisi, tu sais, t'es pas en train de subir. Même s'il y a des moments où c'est difficile, ça aussi, je me rappelais que j'avais choisi d'être là. J'ai cultivé beaucoup la gratitude, que ce soit avant chaque repas, je remerciais toute la chaîne alimentaire qui me permettait de manger ce repas. Alors ça peut paraître intense pour certains, mais c'était aussi une manière d'être présente à moi-même, puis d'enrichir encore plus l'expérience que j'étais en train de vivre. À chaque fois que je me préparais mon café, ensuite j'allais dans ma chambre et je me mettais à ma fenêtre, puis je prenais mon petit café dans ma tasse toute chaude qui réchauffait mes mains. Et je regardais dehors, je regardais par la fenêtre et je me disais waouh, mais quelle chance j'ai de vivre ça. Donc la gratitude d'avoir fait ce choix-là m'a énormément accompagnée. Le fait d'être seule et entourée aussi. Oui, on est en silence, oui, on est dans notre intériorité, mais on n'est pas en train de faire 10 jours de vipassana seul chez soi. Tu sais, on est entouré. Nous, on était 60 femmes à pratiquer. On était 5 dans ma chambre, comme je le disais. Donc, on est seul, mais entouré. Et ce qui m'a aussi aidée, c'est justement de penser à ces 3 personnes qui ont vraiment été mes piliers dans cette aventure. Margot, avec qui je partageais la chambre. Alors, Margot, quand je lui ai raconté ça après, je disais, mais tu te rends pas compte à quel point t'as été un game changer dans mon aventure. Genre, à chaque fois que je te croisais, même si je te regardais pas, même s'il fallait pas qu'on se sourie, je sentais que on était connectés. Tu sais, je me disais, ah, tiens, Margot va prendre sa douche. Ah, Margot a mangé une banane ce matin. Et ça m'aidait parce que je me sentais connectée. J'ai pensé aussi beaucoup à Francis. Francis, si tu m'écoutes. Et bien sûr, j'ai aussi beaucoup pensé à Manon, mon amie qui m'a soutenue dans tout ce chemin. Et ces 10 jours qui se sont finis par la rupture, comme je disais, du noble silence, le 10e jour. Ça a été tout un moment aussi. J'avais comme une petite appréhension. Une appréhension de sortir du silence, puis d'entendre les gens parler. Je savais pas trop comment j'allais le vivre. Puis surtout, j'avais plus envie de partir. C'est ça qui est le plus fou. C'est que, au bout des 10 jours, où il y a des moments où t'en peux plus, tu te dis, oh là là, il reste encore 3 jours de ça, mais dans quel monde de fou je suis arrivée? Et ben, au final, j'étais la dernière dans la salle de méditation, avec quelques femmes. La dernière à quitter la salle de méditation au moment où on a rompu le noble silence, parce que j'arrivais plus à partir. Je ne voulais plus partir. Donc j'ai vraiment pris le temps, à ce moment-là, de ressentir la salle, encore une fois, d'exprimer, de ressentir toute ma gratitude pour cette expérience-là. Et puis ultimement, je suis sortie de la salle, puis j'ai osé aller vers les autres et remonter au réfectoire. Et là, je me rappelle de ce brouhaha que j'ai entendu, tous les gens qui parlaient. Il y avait plus le rideau entre les hommes et les femmes, donc de revoir des hommes aussi. Et tous ces gens qui avaient juste envie de partager leur expérience avec les autres. C'était intense, mais c'était beau. Je me rappelle que la dernière journée, parce que on rompt le noble silence à 10h, mais on continue à pratiquer la méditation jusqu'au soir. Eh ben, je me rappelle que toute la journée, j'ai ressenti comme des vertiges dans ma tête, à force d'entendre le bruit, puis à force de parler aussi. C'était quand même intéressant. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai vraiment pris le temps de profiter de chaque dernier moment avec un nouveau regard et puis ce qui était beau, c'est que j'ai pu connecter avec des femmes et rencontrer les femmes avec qui je venais de passer 10 jours. Pour moi, le fait de partager cette expérience en silence avec toutes ces personnes, c'est quelque chose d'absolument unique. Et depuis que je suis rentrée à Montréal, je garde contact avec certaines et on a l'occasion de méditer parfois ensemble et il y a quelque chose d'indescriptible dans le fait d'avoir partagé cette expérience avec ces personnes-là, comme un lien invisible qui nous maintient et qui restera, je pense, toute notre vie. Alors le lendemain, c'était le moment de quitter cet endroit exceptionnel. J'ai pris le temps de dire au revoir à ma chambre, de la remercier. Et j'ai eu la surprise que Manon vienne me chercher. Je suis revenue à Montréal, comment vous dire, avec la sensation d'être connectée à une source d'amour inconditionnel.
honnêtement, j'ai vraiment eu l'impression d'être high pendant une semaine, d'avoir comme pris quelque chose qui faisait que j'étais dans un état second. Mais c'est ça la réalité, j'étais dans un autre état. La pratique de méditation 10 heures par jour m'a amené à être dans un autre état de conscience. Ça, j'en suis persuadée. Ultimement, cet état s'est apaisé, s'est estompé petit à petit et j'ai retrouvé mon état entre guillemets normal. Ça a été intéressant parce que j'ai pu constater que une frustration à ne pas pouvoir rester dans cet état ad vitam aeternam. Mais la beauté des apprentissages de Vipassana, c'est que ça va au-delà de la méditation. C'est encore une fois le principe d'impermanence et d'équanimité. Donc je me suis rappelé, impermanence, tu sais que tu ne peux pas rester dans cet état toute la vie. Et donc, sois équanime par rapport à cette sensation, par rapport à ce changement qui s'opère en toi. On m'a demandé mes apprentissages, ce que je retiens de cette expérience. Je vous en ai parlé un peu tout au long de ce partage, mais ouais, mon plus grand apprentissage, c'est vraiment que je suis ma meilleure partenaire. Je savais que je pouvais être bien avec moi-même, mais je pensais pas à ce point. J'ai appris et compris que j'ai beau être extravertie et être très sociable, mais j'adore être seule avec moi-même et que je suis capable de nourrir mon intériorité. Je suis capable de revenir à moi à chaque fois que j'en ressens le besoin. Et non seulement j'en suis capable, mais j'en ai besoin et ça me nourrit profondément. J'ai appris et compris aussi combien ma discipline, ma résilience et le fait que je sois coach étaient des forces et m'ont aidé dans cette expérience. J'ai pu observer que j'avais des jugements sur plein de choses, parfois même sur des gens qui n'avaient rien demandé à personne. Puis c'était un bel apprentissage pour moi qui essaye toujours d'accueillir chaque personne telle qu'elle est dans son entièreté, dans sa pluralité. Mais avec beaucoup d'humilité, j'ai remarqué que j'ai pu observer que je suis humaine tout simplement et que vous imaginez bien qu'en étant en silence pendant 10 jours, il se passe beaucoup de choses dans notre tête. Donc on a le temps quand même de penser, même si on n'est pas censé s'attacher à nos pensées quand on médite, on est censé les laisser passer. Il n'empêche que on est des êtres humains et on pense en permanence, c'est ce qui nous différencie d'autres espèces. Donc on a le temps de penser et on a le temps de juger, on a le temps de ressentir, on a le temps de vivre plein de choses. Donc j'ai pu observer ça. J'ai aussi remarqué le lien évident pour moi entre le coaching et Vipassana. Puis j'ai beaucoup pensé à mes clients pendant cette expérience. J'ai beaucoup pensé à mes clients parce que de la même manière que j'ai plongé dans cette expérience avec confiance face à l'inconnu, c'est exactement ce que font mes clients. Quand ils s'engagent dans un processus de coaching avec moi, ils me font confiance et ils font confiance à l'inconnu et ils plongent avec moi. J'ai aussi remarqué que le principe d'équanimité, c'est quelque chose qu'on développe énormément en coaching, de pouvoir observer une situation de l'extérieur. On appelle ça en position méta ou en posture de coach. S'observer soi-même et observer une situation de l'extérieur pour pouvoir s'éloigner de tout jugement, justement, et rester équanime, donc ne pas réagir à une situation ou à un état d'être. Donc, sans le savoir, je pratique et je permets de pratiquer en coaching l'équanimité. J'ai aussi fait le lien avec le principe d'impermanence. En coaching, quand on accompagne quelqu'un, on sait, nous, que le changement est inévitable. Et c'est ce qui nous aide à l'accompagner avec confiance, que plus la personne marchera son chemin, plus le changement s'opérera. Donc ce principe de changement existe aussi, et que le changement est inévitable. Ce principe d'impermanence existe aussi en coaching. Et puis, j'ai appris à méditer, les amis. C'est quand même
le plus grand apprentissage. J'ai appris à méditer et j'ai appris à aimer ça surtout. Il y a quelqu'un qui a utilisé une métaphore que je trouve intéressante pour expliquer ce que c'est Vipassana. C'est comme si t'avais appris à ranger ta chambre, mais que tu savais pas, avant de faire Vipassana, que ta chambre était mal rangée. Je trouve ça génial, parce que c'est exactement ça. C'est comme si Vipassana permettait de ranger notre cerveau, de ranger notre chambre, sans savoir que notre cerveau, notre chambre, était en désordre. Ben, c'est exactement ça. Quand je pratique, même actuellement, un mois plus tard, quand je fais 1 heure de méditation, je ressors avec une présence à moi-même et une clarté d'esprit qui n'a plus rien à voir. Donc j'ai appris à quel point la méditation pouvait effectivement permettre d'être encore plus présent à moi, être encore plus présente aux autres et développer une clarté d'esprit qui n'a pas son pareil. Qu'est-ce qui se passe après Vipassana ? On m'a demandé comment je l'intègre depuis mon retour. Ben, je vous l'ai dit, je suis revenue avec cette sensation d'être dans un état second et puis cette détermination absolue à pratiquer désormais 2 heures de méditation par jour parce que c'est ça qu'on nous recommande à la fin de l'expérience. À la fin du cours, c'est de continuer de pratiquer 2 heures par jour. J'étais tellement transcendée par cette expérience. J'avais une gratitude si grande que pour moi, c'était une évidence. Je ne pouvais plus faire autrement que de pratiquer 2 heures par jour. Ça, c'était la théorie. En pratique, j'ai essayé tout le mois de janvier de maintenir mes 2 heures par jour. Il y a des jours où j'y arrivais. Puis j'étais tellement fière, puis je voyais aussi l'impact, l'effet sur, encore une fois, ma clarté d'esprit, ma présence. Mais il y a eu plein de jours où j'ai pas été capable parce que la vie prend le dessus. En tout cas, ça, c'est le cas pour moi. Je vous cache pas que j'ai ressenti beaucoup de résistance, beaucoup de frustration par rapport à ça. Je me suis mis beaucoup la pression à garder ces 2 heures et j'ai commencé à développer de la frustration ou du jugement envers moi-même de pas réussir à tenir ces 2 heures par jour jusqu'à ce que j'ai une conversation avec un collègue coach qui a fait Vipassana lui aussi. Mais Brian, si tu écoutes ce podcast, je te remercie tellement pour cette conversation qu'on a eue il y a quelques jours en fait, parce qu'elle a tout changé pour moi. Il m'a dit « Don't get too hard on yourself », sois pas trop dur avec toi-même. Tu vas vivre plein de vagues, encore une fois, impermanence. Tu vas traverser plein de cycles, plein d'états, plein de rapports à la méditation différents. Et donc, il m'a dit, moi, j'essaye de tenir 20 minutes matin, 20 minutes soir. Et parfois, et la plupart du temps, j'y arrive, mais parfois, j'y arrive pas. Puis, je me mets pas la pression pour autant. Il m'a dit, moi, ça fonctionne mieux comme ça pour moi que de me forcer à faire 2 heures par jour et finalement d'être déçu de moi parce que je suis pas capable de le faire. Puis, il est coach, je suis coach. On est parfois nos pires coachs. Autant j'ai été une bonne coach pour moi-même pendant Vipassana, autant là, j'avais perdu tous mes réflexes. J'ai pas été capable de me le dire moi-même. Il a fallu que Brian me rappelle cette base de commencer petit pour y aller petit à petit, puis pour se donner une chance, puis justement pour pas être déçu de soi si on se met des objectifs trop élevés. Donc finalement, après ce mois d'expérimentation à essayer de le faire 2 heures par jour et parfois oui, parfois non, j'ai commencé à pratiquer différemment. J'ai finalement compris que l'important, c'est pas de faire 2 heures par jour. Je comprends l'utilité, je comprends pourquoi on nous recommande de maintenir la pratique 2 heures par jour, puis certaines personnes y arrivent, grand bien leur fasse. Mais j'ai compris que l'important, c'était d'avoir appris cette qualité de présence et ce silence intérieur. Et ça, je me rends compte que je peux m'y reconnecter comme ça, en un claquement de doigts. Ne serait-ce qu'en fermant les yeux, en revenant à ma respiration, le temps de quelques minutes, je reconnecte à cet état de présence et à cette clarté. Bien sûr, c'est pas le même résultat qu'après 1 heure de méditation, mais c'est déjà un changement radical dans ma vie. Donc, c'est sûr que Vipassana fait désormais
partie de mon quotidien. Puis ça, je suis convaincue que ça, c'est à vie. Ça partira plus. Ça fait partie de mon quotidien, mais ça évolue. Ça prend une forme différente. Puis quand je peux faire 1 heure par jour ou 2 heures par jour, je le fais, comme aujourd'hui par exemple. Mais j'ai vraiment compris que l'impermanence, elle se vivait d'autant plus après l'expérience Vipassana. Donc je sais que je vais vivre tellement de choses encore vis-à-vis du Vipassana, mais ce que je sais, c'est que ça va rester. Ça va rester à vie. C'est quelque chose que en ayant parlé avec des gens qui l'ont vécu, dès lors que tu parles de Vipassana avec quelqu'un qui l'a déjà vécu, tu t'y reconnectes. Et puis, la beauté de tout ça, c'est que on est extrêmement soutenus, que ce soit au Québec, mais dans le monde entier, pour nous aider à continuer de pratiquer. Encore une fois, tout est bénévole, mais à Montréal, tous les dimanches soirs, il y a une pratique de 6h à 7h dans le quartier Villeray. Tout le monde est le bienvenu, c'est gratuit, on peut méditer ensemble. Il y a, comme je le disais, des One Day Vipassana, c'est un samedi par mois à Montréal, qui permettent de reconnecter à la pratique, de repratiquer en groupe, de reconnecter à la pratique du silence aussi. Des ressources en ligne aussi, il y a un groupe Facebook, il y a une application, il y a un site internet, il y a énormément de ressources pour nous aider à continuer. Et puis, on nous recommande de faire comme un reset en y revenant et en reprenant le cours 1 fois par an. Puis, je m'engage envers moi-même et envers vous aujourd'hui à ce micro. J'aimerais vraiment ça, le faire 1 fois par an. C'est vraiment quelque chose une intention que j'aimerais maintenir. Ce sera peut-être pas toujours possible et je suis OK avec ça, impermanence. Mais j'aimerais vraiment pouvoir m'offrir ce cadeau de le faire 1 fois par an. Et surtout, ça c'est un engagement concret que je me suis donné et une envie tout simplement, c'est de le refaire mais en faisant le service. Pour redonner à mon tour et donner la chance à des nouvelles personnes de découvrir la pratique en leur faisant à manger et en préparant des bons repas. Alors voilà, ça conclut mon expérience de Vipassana. Je pensais pas que je parlerais aussi longtemps, pour être tout à fait honnête avec vous. Ça me fait le même effet que à la fin du cours, d'avoir parlé pendant 1 heure alors que j'étais en silence avec moi-même depuis ce matin. Mais je suis tellement heureuse d'avoir enfin pris le temps de le faire et de vous partager mon expérience. Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est une expérience absolument incroyable que j'encourage quiconque à vivre au moins 1 fois dans sa vie. Je ressens une gratitude immense que Vipassana soit arrivé sur mon chemin. Et j'ai juste envie de continuer de partager, de propager cette joie et cette gratitude autour de moi. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez envie de me contacter pour me partager vos réflexions, vos doutes, vos questions, ça me fera plaisir d'y répondre. On m'a posé une dernière question. Est-ce que les centres sont reliés dans le monde ? Oui. Vous pouvez aller dans n'importe quel centre dans le monde. Je crois qu'il y en a 250 au total. Il y en a un au Québec, un en Ontario, 2 en France. Il y en a un en British Columbia, pour les personnes qui m'écoutent de là-bas. Et il faut savoir que moi, par exemple, je me suis inscrite dans plusieurs centres d'Amérique du Nord pour pouvoir faire le service. Donc potentiellement, je pourrais, ça se peut que l'année prochaine, je fasse le service en Californie, par exemple, ou en Colombie-Britannique, ou même en Thaïlande, si j'en ai envie et si il y a la disponibilité. C'est ça la beauté, c'est que Vipassana existe dans le monde entier, puis que on est les bienvenus partout. Alors à toutes les personnes qui auront l'élan de l'essayer un jour à la suite de l'écoute de ce podcast, je vous souhaite la plus riche des expériences. Et je vous souhaite de l'aborder avec la curiosité de l'enfant, la curiosité de l'aventurier ou de l'aventurière qui sait pas trop dans quoi il s'engage, mais qui est prêt à plonger dans l'inconnu. Et je vous souhaite de vous découvrir et de vous découvrir comme votre meilleur partenaire de vie.
Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Si cet épisode t'a inspiré, dis-moi pourquoi en commentaire ou en message privé. Partage-le autour de toi et laisse un avis et des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Grâce à ces simples gestes, tu permettras au podcast et à mes invités de rayonner et d'inspirer plus de monde. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux en savoir plus sur moi et mon parcours, toutes les informations sont en description du podcast. On se retrouve chaque premier jeudi du mois. Et d'ici là, je te souhaite de rester à l'écoute de toi.